Réfléchir sur comment renforcer la sécurité à travers la ville et répondre aux inquiétudes de la population en ce sens, c'est l'objectif de la réunion d'urgence de sécurité de la ville de Kinshasa, tenue ce mercredi à Kinshasa à l'initiative du gouvernement central. Le Nigeria est le tout premier pays qualifié pour la finale de la 29e Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013. Les Super Eagles ont validé leur billet ce mercredi à Durban en étriant dans la tranquillité les Aigles du Mali sur le score sans appel de 4-1 dans une rencontre comptant pour la demi-finale. Nouvelle édition du journal. Bienvenue à tous sur Télé 50. Vous le savez, le Premier ministre congolais Matata Ponyo est en séjour diplomatique aux États-Unis, à Washington, et dans une interview sur la chaîne de télévision américaine CNN, Matata Ponyo a souligné que la paix est à la portée du gouvernement dans l'ensemble de la RDC. Le Premier ministre a par ailleurs confirmé des accusations de l'ONU contre le Rwanda, ajoutant que l'ingérence de ce pays dans le territoire congolais constitue un obstacle pour parvenir à la paix. Suivez. L'effort que nous sommes La paix est vraiment maintenant à notre portée dans l'ensemble de la RDC. Si les rebelles du M23 n'avaient pas eu un soutien extérieur pour déstabiliser les deux territoires, à ce jour, la paix et la sécurité seraient une réalité sur l'ensemble de la RDC. Déclaration faite par le Premier ministre Matata Ponyo au cours d'une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CNN. Le chef du gouvernement a par ailleurs confirmé les accusations de l'ONU contre le Rwanda, ajoutant que l'ingérence de ce pays et dans le territoire congolais constitue un obstacle pour parvenir à la paix. Mais dans une interview accordée à cette même chaîne tout juste la semaine dernière, le président rwandais avait une fois de plus nié toute implication de son pays, alors qu'un récent rapport de l'ONU charge de nouveau le Rwanda. Matata Ponyo, qui poursuit son séjour diplomatique à Washington, a souligné que le président de la République, Joseph Kabila, s'emploie à rétablir la paix dans un état déchiré par la guerre depuis plus d'une décennie. Il a aussi réitéré son espoir de revoir s'installer une paix durable dans un pays meurtri par le affres de la guerre, ajoutant que près de 4 millions de personnes ont été tuées en RDC depuis la guerre de 1998. Cette visite du Premier ministre Matata Ponyo s'inscrit dans le cadre des séances de travail avec les responsables des Nations Unies et les différentes personnalités américaines, notamment Susan Rice, farouchement opposée il y a quelques mois à la publication du rapport d'experts de l'ONU sur la RDC, rapport qui avait vocation de clarifier les enjeux du conflit qui prévaut dans l'est de la RDC. Et puis une réunion d'urgence de sécurité de la ville de Kinshasa a eu lieu ce mercredi à l'initiative du gouvernement central. Objectif, réfléchir sur comment renforcer la sécurité à travers la ville et répondre aux inquiétudes de la population en ce sens. C'est le numéro 2 du gouvernement, le vice-premier ministre en charge du budget, qui l'a présidé en l'absence du chef du gouvernement en déplacement à l'étranger. Kinshasa, capitale de la RDC, enregistre depuis peu un niveau d'insécurité élevé. En tout cas, le constat est des autorités de la ville elle-même. Le jour comme la nuit surtout, plusieurs cas de vol, agressions et autres actes de vandalisme sont signalés. Ce qui explique le sens de cette réunion convoquée par le gouvernement central, tenue ici à la vice-primature du budget. Autour de Daniel Moukoko Samba, le ministre de l'Intérieur, qui conduisait une délégation composée d'un représentant de FRDC, les responsables des services de sécurité, le commissaire provincial de la police nationale congolaise et le gouverneur de la ville. Nous n'allons pas nous voiler la face. Il se passe ces derniers temps à Kinshasa des braquages, des hold-up. Nous avons trouvé que ça commence un peu à déranger la population. Pour le gouverneur de la ville, André Kimbuta, les services de la ville s'attelaient déjà, comme toujours d'ailleurs, au démantèlement de réseaux de malfaiteurs. 2 d'entre eux sont aux arrêts. Toutes les dispositions sont prises pour que les personnes et leurs biens soient sécurisés. Ceux qui veulent déranger la paix des Kinois, elle est très chère cette paix pour les Kinois. Les Kinois aiment sortir le matin et rentrer à l'heure de sa convenance. Ceux qui veulent frustrer les Kinois, faire peur aux Kinois, trouveront les services de sécurité dans leur chemin. C'est la 1e réunion organisée pour des phénomènes similaires comme celle convoquée il y a peu par le ministre de l'Intérieur pour traquer les jeunes délinquants appelés Kuluna. Mais rien n'a semblé bouger sur terrain au regard de la capacité de nuisance de ce dernier qui a plutôt accru. Il faudra donc changer le fusil d'épaule.
On revient sur l'arrestation des 19 personnes originaires de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, présentées comme des rebelles présumés et saluées par le gouvernement congolais. L'annonce a été faite par son porte-parole Lambert Mende. La police sud-africaine a précisé que les personnes interpellées, parmi lesquelles des sans-papiers, étaient soupçonnées de participer à une opération militaire illégale. Le gouvernement congolais a tenu à souligner qu'il n'a pas encore des précisions si ces personnes ont oui ou non des assiduités avec le M23. Ce sont des membres des forces spéciales sud-africaines qui ont procédé à ces arrestations après des mois de travail de renseignement près de la frontière dans la province du Limpopo, au nord de l'Afrique du Sud. Les suspects devraient être déférés devant la justice à Pretoria pour atteinte à la loi sur l'assistance militaire étrangère. Prévue d'abord mardi, leur comparution a été reportée à une date ultérieure. Le gouvernement de la République, à travers son porte-parole, a même déclaré que ces personnes ont été arrêtées au moment où ils s'apprêtaient à passer à l'acte et que tout est déjà entrepris pour leur jugement. Des contacts sont établis pour voir quelle sera la meilleure démarche, soit qu'ils soient jugés en Afrique du Sud, soit qu'ils soient déférés devant la justice congolaise. Le ministère de la Justice y travaille et il nous proposera la meilleure procédure. Le gouvernement a salué l'action sud-africaine, cependant, aucun élément pour entailler leur liaison avec le M23. Nous sommes satisfaits par toute décision prise par l'Afrique du Sud pour conforter la sécurité en Afrique. Pour nous, cela est un geste de solidarité dans la lutte contre la criminalité en Afrique. Parmi eux, des sans-papiers qui seront transférés à Kinshasa et faisaient partie de la diaspora congolaise en Afrique du Sud, estimée à environ 300 000 ressortissants. Kinshasa et Madrid renforcent mutuellement leurs liens de solidarité depuis l'installation du nouvel ambassadeur d'Espagne à Kinshasa en vue d'attirer les investissements espagnols vers la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que les membres du cercle hispano-congolais s'est réunis mardi dans la soirée dans la résidence officielle de l'ambassadeur pour une communication importante le concernant. Une série de rencontres à haut niveau est prévue à Kinshasa le mois en cours entre les opérateurs économiques des deux pays en marge du Forum international des investisseurs prévu en juin prochain. De l'énergie dans ce journal, la SNEL et la Régie des eaux dans la visière des organisations des droits de l'homme de l'RDC Renadoc. Ces deux régies publiques sont accusées de violation continuelle du droit des Congolais à accéder à l'électricité et à l'eau potable garantie par la Constitution. Et nous sommes donc en ligne avec le chargé des programmes de cette structure, Franck Chitende. Est-ce que ce ne sont pas là des accusations mal orientées du moment où les deux sociétés dépendent aussi du gouvernement? Oui, les accusations ne sont pas mal orientées dans la mesure où ces deux entreprises publiques ont des missions spécifiques et c'est de leur responsabilité de remplir avec succès ces missions, notamment celle d'offrir des services de qualité à la population congolaise. Puisqu'il s'agit de la SNEL et de la Régie des eaux, il s'agit d'offrir de l'énergie électrique de qualité, mais également de l'eau potable à la population congolaise. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, le gouvernement a sa part des responsabilités parce qu'il doit mettre à la disposition de ces entreprises tous les moyens nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission avec succès. Et donc, les entreprises, notamment la SNEL et la Régie des eaux, ont une responsabilité majeure en ce qui concerne la qualité de service, mais également le gouvernement a sa part des responsabilités en ce qui concerne les moyens qui doivent être mis à la disposition de ces deux entreprises pour qu'elles remplissent leur mission avec succès. Il y a une certaine amélioration de la fourniture en eau et en électricité depuis quelques semaines, il faut le reconnaître. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de décourager cette volonté de la part des autorités du pays et de la SNEL de gérer au mieux cette problématique? Par contre, la situation se dégrade chaque jour davantage. Vous savez, il y a des coins ici à Kinshasa qui avaient du courant de manière régulière. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Faites un tour en ville, vous allez vous rendre compte qu'à longueur de journée, il n'y a pas de courant. Les gens sont obligés de recourir au générateur, ce qui n'est pas une très très bonne chose. Donc, c'est un constat que nous avons fait après une mini-enquête et on s'est rendu compte qu'effectivement, la qualité s'est fortement dégradée. Et notre prise de position, c'est effectivement pour amener le gouvernement à prendre les choses en main
afin que la population puisse effectivement sentir le changement et qu'il y ait effectivement amélioration. Alors le matériel de ces sociétés tombe en panne quasiment à tout moment et cela est dû notamment au raccordement frauduleux de la population. Ne pensez-vous pas aussi que cette dernière a également une responsabilité dans cette pénurie? Oui, mais si vous dites que c'est à cause de ce raccordement frauduleux, mais c'est toujours de la responsabilité de ces deux entreprises de faire leur boulot. Voilà, donc non seulement ils doivent offrir des services, mais également ils doivent protéger tous les matériels qui permettent que la population puisse trouver son compte. Merci Franck Chitende, vous êtes chargé de programme du RENADOC. Je vous en prie. Voilà, on va faire à présent un clin d'œil sur l'évolution du projet Kibali qui a atteint à ce jour une vitesse de croisière. Les objectifs fixés pour la production du premier lingot d'or au 4e trimestre de l'année 2013 sont plus que certains vu le déroulement des opérations menées sur le site aurifère à Doko. Et comme le veulent les us et coutumes de l'entreprise, les grandes réalisations au 4e trimestre 2012 ont été portées à la connaissance du public au cours d'une conférence de presse tenue il y a peu à Lubumbashi au Katanga. L'année 2013 s'achève sur note de satisfaction pour l'entreprise Kibali qui débute une nouvelle avec sa première conférence de presse axée sur les avancées accomplies au cours du 4e trimestre de l'exercice 2012. Cette fois-ci, c'est la capitale cuprifère du Katanga qui était choisie pour l'événement. La conférence de presse a coïncidé avec la tenue du forum sur la bonne gouvernance et le secteur minier auquel a pris part la haute direction de Kibali Gold Mines. Sur le site des opérations à Doko, tout va bon train, a déclaré Mark Bristow, le directeur exécutif de Randgold, qui a dépeint un tableau complet devant la presse. La première production de l'or prévue à la fin de l'année en cours demeure l'ultime objectif à atteindre pour l'entreprise. Sur le site, les travaux de terrassement du puits vertical ont également débuté. L'usine de traitement prend déjà forme et les 2 broyeurs sont aussi à pied d'œuvre. Les travaux de construction de la première centrale sont fort avancés. 10 villages sur 14 ont été délocalisés à Kokiza à la fin du dernier trimestre 2012. En moyenne, 45 maisons sont construites par semaine et l'excavation minière progresse sur tous les fronts. Des résultats auxquels se félicitent les responsables de Kibali. Nous avons vu les efforts azimuts sur tous les fronts. Pendant 6 mois, nous n'avons fait qu'excaver du stérile, en fait, et c'est depuis le mois de décembre que nous avons commencé à déposer le minerai sur l'aire de stockage du tout venant de la mine. Et c'est toutes ces activités qui se font au même moment. Nous avons plus de 6 ou 7 fronts où nous sommes en train d'aller au même moment. Et du côté de l'exécutif provincial, le projet vaut la peine d'être soutenu. C'est un gros investissement qu'il faut encourager et nous allons nous atteler en tant que gouvernement provincial pour les accompagner, pour que ces investissements et cette économie qui est en train de s'installer dans cette zone puisse vraiment intégrer beaucoup d'autres entreprises, beaucoup d'autres domaines. Avec 1,7 milliard de dollars investis jusqu'ici, la société Kibali compte poursuivre sans relâche ses objectifs assignés, en comptant bien sûr sur la confiance du gouvernement congolais et de l'ensemble de sa population. Un saut en province à l'Équateur, la participation des peuples autochtones à la vie politique et à la bonne gouvernance locale ont été les sujets abordés pendant une session de formation organisée par l'USAID en collaboration avec la CENI et le ministère de l'Intérieur. Pendant 2 jours, les participants ont eu à apprendre les différentes difficultés y relatives. Pamafi Otenga pour des... Cette formation organisée par l'USAID à Kisangani, dans la province orientale du 28 au 30 janvier dernier, a commencé hier au mardi 5 février en Bandaka au centre de formation des cadres de l'EPST, prendra fin le jeudi 7 février prochain au même endroit. 21 personnes issues de la communauté de peuples autochtones communément appelés pygmées, dont 6 femmes participent à cette session de formation facilitée par 2 experts du ministère de l'Intérieur et de la CENI venus de Kinshasa. Selon Dr Diana Putman, directrice de l'USAID venue superviser cette formation, le but poursuivi par son agence est d'apporter le soutien aux efforts de la RDC visant à renforcer le développement, à promouvoir
la participation